Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, bien entendu, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Pierre Berthelot, notre chercheur associé de l'EPS et directeur de la revue Orient Stratégique. Bonjour, monsieur Berthelot. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Donc, vous êtes un homme qui est aussi spécialiste du Moyen-Orient, que vous suivez de près et un certain nombre de vos interventions ont bien détaillé le pourquoi de cette situation un petit peu compliquée qui se trouve au Moyen-Orient. Notre sujet d'aujourd'hui, quelle place de la République islamique iranienne dans l'échiquier géopolitique mondial? Ma première question, si vous le permettez, quelles sont les spécificités de l'Iran qui font d'elle le noyau actuellement sur le plan géopolitique? Alors, un noyau, dire que l'Iran est au centre de tout, c'est peut-être excessif. Maintenant, ce qui est incontestable, c'est que, et de façon un peu paradoxale, elle a vu son rôle s'accroître finalement au Moyen-Orient depuis une quinzaine d'années. En fait, depuis l'intervention américaine en 2003 contre Saddam Hussein, une intervention qui était bien sûr sans fondement, donc qui était basée sur un mensonge et qui en plus était illégale, puisqu'elle n'a pas eu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc depuis cette décision surprenante, eh bien, mathématiquement, ça a accru le rôle de l'Iran, puisque on le sait que ça a renforcé, bien sûr, le rôle des chiites dans ce pays, alors que jusque-là, leur rôle était au contraire marginal sous Saddam Hussein, qui était donc un sunnite, un arabe sunnite, et donc les chiites étant majoritaires dans ce pays, eh bien, depuis, effectivement, ils jouent un rôle accru. Et puis, au-delà de la question irakienne, eh bien, il y a un certain nombre de crises qui sont survenues ces dernières années et qui ont également montré l'accroissement du rôle de l'Iran, ou qui l'ont amené finalement à s'impliquer davantage. On verra alors les problèmes que ça pose pour l'Iran. On l'a vu, bien, le rôle majeur joué par son allié chiite, le Hezbollah, au Liban, puisque c'est la seule formation militaire, il faut le rappeler, au Moyen-Orient, qui a réussi à tenir tête à Israël en 2006. Même si on n'était pas dans le cadre d'une guerre entre États, c'était plutôt un groupe armé, donc dans le cadre de ce qu'on appelle plutôt la guérilla, ou la guerre... une guerre non classique, si je puis dire, mais au final, au Liban, eh bien, on voit que là, il y a un dispositif qui résiste finalement à Israël. Et puis, il y a d'autres crises qui sont survenues. La crise syrienne en 2011, et là aussi, où a permis de montrer que l'Iran était capable de renverser une situation qu'on pensait compromise ou perdue. Et enfin, le Yémen plus récemment. Donc finalement, c'est les crises qui surviennent dans la région qui amènent, alors des crises qui souvent sont dues finalement aux erreurs des Américains ou de leurs alliés régionaux. Puisque si on prend la guerre du Yémen, on sait qu'elle a été déclenchée en 2015 par l'Arabie Saoudite sans aucune préparation stratégique, sans aucune vision, d'où un enlisement actuellement. Et donc ces crises qui sont en partie provoquées par les Américains ou leurs alliés régionaux, eh bien, permettent à l'Iran de jouer un rôle. Et j'ai oublié aussi de citer l'Afghanistan voisin de l'Iran, où on compte également une importante minorité chiite, les Hazaras. Voilà, ça c'est pour poser le cadre finalement de cette influence iranienne qui donc s'est accrue ces 15 dernières années à la faveur finalement des erreurs
en partie qui ont été commises par les Américains ou leurs alliés régionaux. Et là aussi, j'ai cité le conflit de 2006 entre le Hezbollah et Israël, qui a manifestement sous-estimé l'importance, ou en tout cas les capacités du groupe chiite. Voilà. Mais on peut continuer bien sûr, parce qu'il y a... que c'est aussi une source de problèmes, finalement, ces interventions, puisqu'elles ont un coût financier pour l'Iran, et puis qu'elles amènent des sanctions, on le sait, de la part des États-Unis ou de leurs alliés, puisque justement on prête à l'Iran ce rôle régional, ce rôle interventionniste et déstabilisateur, du point de vue en tout cas des Américains et de leurs alliés régionaux. Alors que l'Iran considère qu'elle n'est pas dans une position de déstabilisation et qu'au contraire, elle vient à la rescousse finalement, soit de gouvernements légitimes, si on pense à la Syrie, puisqu'il n'y a aujourd'hui qu'un seul gouvernement reconnu par la majorité des États du monde, ou alors elle vient aider des mouvements qui ne sont peut-être pas des gouvernements reconnus, mais qui sont pour elle des mouvements de résistance, comme au Liban avec le Hezbollah, il y a eu aussi des liens avec le Hamas en Palestine, ou alors des mouvements qui sont finalement menacés d'extermination de son point de vue, et donc elle vient leur apporter un soutien, je dirais presque humanitaire, si on pense au Yémen, bien qu'elle ne soutienne pas officiellement les rebelles houthis, donc zaïdites, donc d'inspiration chiite, au Yémen. Donc, la motivation des Iraniens, c'est une motivation légitime d'intervenir dans des zones de conflit provoquées par les Américains et leurs alliés. C'est la lecture iranienne, c'est-à-dire que c'est pas, de leur point de vue, eux ne sont pas à la manœuvre pour la déstabilisation. Ils interviennent soit à la demande, si je puis dire, légitime de gouvernement, et donc il y a la Syrie ou l'Irak, puisque les chiites d'Irak, bien qu'ils ne soient pas tous forcément, contrairement à une idée répandue, ils ne soient pas tous forcément totalement inféodés à Téhéran, mais bien qu'ils en sont proches malgré tout. Donc ça, c'est des gouvernements légitimes qui ont eu à faire face à des insurrections armées, voire à des groupes terroristes comme Daesh. Donc ça, c'est l'intervention légitime. Et du point de vue de l'Iran, ça va au-delà, c'est même finalement l'Iran qui sauve la stabilité de la région, voire du monde. Parce que l'éradication de Daesh, bon, on en est encore loin, mais le mouvement a été affaibli, certes, en Irak et en Syrie, mais du point de vue de l'Iran, c'est grâce à elle, et éventuellement avec son allié russe, ou de circonstance, puisque on sait que les Russes se sont impliqués en Syrie, par exemple, mais ça c'est le point de vue iranien. Et à l'inverse, les Iraniens considèrent que ces groupes insurrectionnels terroristes, de son point de vue la plupart du temps, et même du point de vue de la communauté internationale, ces mouvements sont appuyés indirectement ou directement par les Américains et leurs alliés régionaux. Ça, c'est la lecture iranienne. Donc, soutien à des gouvernements légitimes ou soutien à des groupes, finalement, de résistance à l'oppression, encore une fois, soit saoudienne, soit israélienne, si on pense au Hezbollah ou au Hamas. Voilà, c'est ça la lecture iranienne. Et au contraire, l'Iran se voit comme un stabilisateur, enfin un pays stabilisateur, et elle ne comprend pas du tout, finalement, les critiques qui lui sont apportées. Elle considère que le vrai problème, c'est le terrorisme d'inspiration djihadiste, finalement, et que celui-ci n'a bien sûr rien à voir avec elle-même. Ces interventions diverses de l'Iran font d'elle un devenir très important en termes d'une grande puissance régionale militaire. Oui, c'est vrai que d'un point de vue militaire, effectivement, on peut considérer que c'est une puissance, mais il faut quand même relativiser, parce que quand vous regardez les chiffres, et d'ailleurs c'est aussi un argument de l'Iran pour dire que c'est pas nous, entre guillemets, le grand méchant loup, si je puis dire, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, parce que quand vous regardez les achats d'armes annuels, c'est combien les achats d'armes de l'Iran? C'est un peu plus de 10 milliards de dollars. Mais quand vous comparez avec le rival saoudien, c'est presque, eux, ils sont à presque 10 fois plus. L'Arabie saoudite, c'est plus de 80 à 100 milliards de dollars d'armes chaque année. Et ça, je ne parle que de l'Arabie saoudite. Je ne parle pas
d'autres pays qui sont également en confrontation avec l'Iran, Israël par exemple. Donc vous voyez, du point de vue de l'Iran, finalement, oui, il considère qu'il doit jouer un rôle régional d'une part, mais effectivement, ce rôle, finalement, ce n'est encore une fois qu'une forme d'autodéfense, parce qu'il considère que le rapport de force, du moins au niveau du budget militaire, il lui est totalement défavorable. Et je ne parle même pas des Américains, avec plus de 600 milliards de dollars annuels de budget, dont une grande partie sont utilisés, on le sait, ou une bonne partie au Moyen-Orient, puisqu'il y a encore des forces américaines qui sont présentes en Afghanistan, par exemple. Donc vous voyez, le rôle de grande puissance régionale, si officiellement l'Iran considère qu'effectivement il est plus un acteur de résolution des crises, parce que, de par sa géographie, de par sa population, il a effectivement quelque chose à dire, de par son histoire. Par contre, il considère qu'il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus nocifs de son point de vue. Et donc cette puissance militaire, il faut quand même la relativiser, du moins sur le papier, lorsqu'on parle en termes de budget militaire, ou du point de vue iranien, du côté iranien, ça reste quand même assez faible par rapport aux pays avec lesquels il est en rivalité ou en confrontation. Mais la question qui s'impose, M. Berthelot, c'est que pourquoi cette fixation envers l'Iran, oui, qui est américain, israélite, arabe, donc les pays du Golfe, et qui risque de qui crée un climat d'une explosion qui va être dramatique, soit pour un début de guerre mondiale, soit ça peut être juste une guerre économique pour des intérêts économiques ou gaziers sur la zone, voire une guerre plutôt compliquée, comme ça a été expliqué par le général François Chevancé avant vous, une guerre idéologique et religieuse avec les évangélistes américains et aussi les wahhabistes saoudiens et bientôt contre eux les chiites iraniens. Ah oui, effectivement, c'est assez compliqué lorsqu'on évoque les conflits potentiels qui peuvent surgir. Vous avez raison, ils se déroulent à plusieurs niveaux. Il y a une confrontation idéologique. Et effectivement, la grande crainte finalement des Saoudiens, pas seulement d'ailleurs, c'est ces minorités chiites ou d'inspiration chiite qui peuvent exister. Alors il y en a en Arabie Saoudite même, et on le sait en particulier dans les zones riches en pétrole. D'où la colère de ces minorités qui représentent environ 10% de la population saoudienne et qui se considèrent comme une population de second ordre qui est assise sur les richesses pétrolières et qui n'en profite pas. Et puis au-delà, donc d'autres minorités, on le sait par exemple au Yémen. Donc il y a la confrontation idéologique finalement qui va l'emporter pour le primat du leadership du monde musulman. Mais au-delà de ça, effectivement, vous dites pourquoi cet affrontement, pourquoi l'Iran désigné comme un ennemi. Je pense tout simplement que des pays ont besoin d'ennemis, c'est-à-dire en particulier les Américains ou leurs alliés, je pense à Israël en particulier, ont une tradition où ils ont bâti leur économie, leur puissance en étroite association avec ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Et donc le vrai défi, c'est le défi de la paix. Et finalement, on sait que c'est beaucoup plus facile de déclencher des guerres ou de faire monter la tension régionale. Ça, c'est assez facile. Il y a toujours des vraies raisons de le faire où on peut trouver des prétextes, peu importe. Par contre, aller vers la paix, il faut savoir le risque que cela implique. C'est effectivement se tourner vers une économie post-militaire, si je puis dire. Donc, aujourd'hui, c'est difficile à envisager pour ces pays. Et puis, derrière, il y a effectivement des groupes de pression assez influents, assez forts, qui sont prêts à faire des alliances de circonstances. Alors, on a, comme vous dites, une coalition d'évangélistes américains qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui s'allient avec le lobby militaro-industriel et avec, au-delà, ce qu'on appelle les néoconservateurs, c'est-à-dire des gens qui estiment qu'on doit imposer, s'il le faut, par la force, la démocratie et surtout imposer des régimes qui soient favorables aux intérêts des États-Unis et de leurs
régionaux. Donc cette conjonction de facteurs aboutit à cette permanence de tensions dans la région. Mais dans le même temps, et où là ça se complique, c'est que même du côté iranien, il y a aussi une division. Il y a aussi des gens qui sont partisans d'une ligne intransigeante, dure. Finalement, c'est la ligne qui oppose d'une certaine manière le président actuel Rouhani face, on pourrait appeler ça, aux gardiens de la révolution, par exemple. Les troupes d'élite du régime, les passes d'Aran, si vous voulez. Et eux, ils ne sont pas forcément favorables à cette ouverture vers plus vers l'Occident, parce que ils ont une implication dans l'économie du pays qui est importante. Donc là aussi, ce seraient leurs propres intérêts qui seraient réduits de façon importante. N'oubliez pas que pourquoi il y a eu finalement en Égypte, pourquoi est-ce que le maréchal président Sisi a aussi renversé le président élu Morsi, des frères musulmans. Il n'y avait pas qu'un affrontement idéologique, c'est parce que ça allait toucher aux intérêts financiers directs de l'armée égyptienne, qui a un rôle important dans l'économie. Il s'est passé la même chose en Algérie, vous savez très bien. Donc à chaque fois, dès que finalement des militaires ont un rôle important dans l'économie, toute la question, c'est comment passer au stade de la démocratie, ce qui veut dire une moindre implication des militaires, le retour dans les casernes, comme on dit, et logiquement aussi le fait de se désengager de leur implication dans l'économie. Donc vous voyez, même c'est ça qui complique la donne, c'est-à-dire que finalement en Iran, on a aussi à l'intérieur du régime plusieurs tendances, et en plus les durs du régime, comme on dit, non seulement ils sont impliqués dans l'économie du pays, mais ils ne croient pas du tout finalement aux promesses américaines ou de leurs alliés. Ils pensent que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a un projet américain qui vise à changer la nature du régime, et donc à partir de là, quoi qu'on fasse, quelle que soit la bonne volonté, l'ouverture, de toute façon, on trouvera toujours un prétexte, vous voyez. Donc, si je l'histoire de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ou quand vous analysez du côté turc, il y en a qui vous disent, mais de toute façon, même si on fait tout ce qu'il faut, on nous trouvera toujours un argument, parce qu'au fond du bout, on ne veut pas qu'on rentre dans l'Union européenne. Donc là, c'est un peu le risque politique. Des deux côtés, finalement, il est assez complexe, parce que les gouvernements ne parlent pas d'une seule voix. Et aux États-Unis, vous savez qu'il y a beau avoir un président, il doit composer avec un congrès, un parlement qui n'est pas forcément toujours de la même tendance que lui, et en plus avec ces fameux groupes de pression, ces lobbies, qui en plus ont porte ouverte aux États-Unis, c'est tout à fait logique. Les lobbies sont reconnus officiellement, ils ne se cachent pas. C'est pas comme en France où le mot fait un peu peur et on dit jamais qu'on est un lobby, on dit qu'on est simplement une association philanthropique, que sais-je encore. Monsieur Berthelot, vous allez parler de la France. Et la France dans tout ça? Alors la France est dans une position très inconfortable parce qu'en effet, on voit bien qu'elle tente de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire que d'un côté, les sanctions américaines, eh bien, lorsqu'elles ont été décidées, on a bien vu que la France, elle a été prudente et elle est plutôt vers une stratégie de désengagement finalement, parce qu'elle craint que si ces entreprises maintiennent les accords commerciaux coûte que coûte avec ce pays, eh bien qu'elles soient ensuite sanctionnées par les États-Unis, et notamment pour leurs activités, soit aux États-Unis, soit dans des pays proches des États-Unis. Donc ça veut finalement, la perte potentielle est plus importante que le gain qu'ils pourraient espérer de leur contrat en Iran. Donc ça, c'est une première remarque. Donc une position française qui finalement, sur la forme, critique celle des États-Unis, la politique de sanctions ou de durcissement vis-à-vis de l'Iran, mais qui dans le même temps, finalement, ne peut pas faire grand-chose, à moins qu'il y ait une position commune de l'Union européenne. Ça, c'est autre chose. On sait que dans le passé, l'Union européenne a parfois réussi à résister aux États-Unis sur certaines sanctions financières, pas que sur l'Iran, sur d'autres problématiques, mais parce qu'elle parlait d'une seule voix. Et là, tout de suite, vous avez un grand marché de 450 millions d'habitants, etc., etc. Sauf que, sur l'Iran, il n'y a pas pour le moment une totale unanimité. Donc, il faut en tout cas maintenir une position commune. Peut-être que là, la France pourra espérer quelque chose. Mais, de manière générale,
on sent que la France a du mal à trouver une position indépendante par rapport aux États-Unis. Voilà, donc on sait que Macron, lorsqu'il a été voir Trump au mois de mai, à la Maison-Blanche, enfin en avril, c'était juste avant l'annonce du retour des sanctions par Trump, hein, qui avait laissé un délai pour essayer de durcir les sanctions. On a bien vu que, bien qu'il ait essayé d'être très amical, conciliant avec Trump, il n'a rien obtenu. Trump n'a pas changé de position. Et d'ailleurs, on analyse le raid militaire qui a eu lieu entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis contre des installations en Syrie au mois d'avril. On l'a décrit comme un signe qui a été envoyé par Macron en gage de bonne volonté, en échange, bien évidemment, d'un assouplissement de la position de Trump sur l'Iran. Hein. Mais on voit qu'on n'a rien obtenu. Donc, la position française, elle est quand même assez difficile. Et dernier point, elle est elle-même sous pression de gouvernements de pays du Golfe, vous savez, qui achètent beaucoup d'armes à la France. Exactement. Donc, parmi les premiers clients, il y a des États du Golfe qui sont en confrontation avec l'Iran. Donc, à partir de là, il y a une double pression d'un côté américaine, de l'autre des pays qui achètent des armes, et la marge de manœuvre de la France, elle est extrêmement étroite à partir de là. Est-ce qu'on peut conclure comme dernière question, M. Berthelot, suite à cette analyse qui est pertinente, mais aussi ce mot-clé, le mot des groupes de pression, est-ce que nous sommes à la porte d'une troisième guerre de Golfe dont le théâtre, c'est l'Iran? Effectivement, on a un peu tous les ingrédients qui semblent réunis, hein, parce que ce qui est clair, c'est que l'Iran, c'est pas un pays qui va plier. Il n'acceptera pas de se soumettre au diktat américain, si je puis dire. Et on sait que dans le cas d'une guerre, je ne vais pas dire que l'Iran l'attend, cette guerre, mais ce sera ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est-à-dire que l'Iran ne va pas être dans une guerre classique où on s'affronte avion contre avion, vous voyez, parce que dans cette guerre, elle sait qu'elle n'a pas l'avantage technologique face aux États-Unis ou à leurs alliés. Bon, donc ce serait plutôt une guerre asymétrique, hein, où elle va utiliser d'autres armes, d'autres techniques de combat, et elle va peut-être tenter de laisser l'ennemi venir vers elle. Donc là-dessus, ils sont assez efficaces, hein, et c'est un peu la stratégie du Hezbollah qui a été appliquée. Bon, ça c'est pour l'idée s'il y a le conflit qui surgit. En même temps, il y a des acteurs internationaux qui aujourd'hui soutiennent l'Iran, alors plus ou moins discrètement, pas parce qu'ils aiment particulièrement le régime iranien, mais parce qu'ils veulent justement éviter de laisser aux États-Unis la toute-puissance dans cette région stratégique, à cause de ces réserves, on le sait, majoritaires dans le monde en pétrole et en gaz. Et donc ces puissances, c'est bien sûr la Chine et la Russie, et plus discrètement l'Inde. Donc ils n'ont aucun intérêt à finalement à ce que la position des ennemis de l'Iran se renforce. Et donc on peut imaginer qu'ils mettent en place des actions pour permettre à l'Iran de défier un peu ce système. Et une des questions clés, par exemple, c'est ce qu'on appelle les systèmes antimissiles russes. Hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, les fameux S-300, les S-400, parce que c'est des armes très efficaces, on le sait. C'est ce qui a permis, par exemple, à la Syrie de tenir en partie, parce qu'elle bénéficie de ces armes russes. Donc on peut imaginer que les Russes ne seront pas mécontents d'embêter finalement Washington dans la région pour éviter justement ce conflit. Et puis, ce conflit finalement, comme toujours, qui serait le grand perdant, outre les peuples de la région, ce serait bien sûr l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passerait? On aurait une flambée des prix du pétrole, donc qui atteindrait peut-être les $200. Les États-Unis, bon, ils sont producteurs de pétrole, donc pour eux, c'est pas forcément une mauvaise chose, et ils sont loin de ces terrains d'affrontement. Par contre, l'Europe, je peux vous dire que déjà, la croissance française, elle est fragile. À nouveau, on va repartir sur une crise type 2008, et avec une croissance nulle qui sera à nouveau, durera des années. Donc vous voyez, finalement, il y a peu de pays qui ont intérêt à cette déstabilisation, et j'ajouterais pour terminer que finalement, on s'interroge un peu sur certains pays de la région avec des chefs d'État peut-être ou des futurs chefs d'État
il manque un peu peut-être d'expérience. Et donc là aussi, on peut craindre qu'eux-mêmes ne soient pas forcément favorables à se lancer dans une guerre, même si les ingrédients, si je puis dire, semblent a priori réunis. Exactement, M. Berthelot. Je tiens à vous remercier infiniment de cet éclairage qui est fort intéressant. Espérons que cette guerre n'aura pas lieu parce que nous sommes les premiers concernés et notamment les Européens déjà en crise. Et s'il y a une guerre, certainement la crise va être doublée et il est temps que la retenue doit être une priorité pour tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation auprès de notre antenne. Il faut bien préciser que M. Berthelot est chercheur à l'Institut EPCE, mais aussi il est un spécialiste de traiter les dossiers de Moyen-Orient. M. Berthelot, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.